Donc, effectivement, comme tu l'as rappelé, l'occasion de cette conférence nous est donnée par le calendrier. Décidément, c'est l'année des commémorations. Nous étions réunis il y a peu de temps par le souvenir de la Première Guerre mondiale. Et puis aujourd'hui, c'est le 40e anniversaire donc de la mort de Julius Evola. Il y a un lien que tu n'as pas fait avec le travail que nous faisons depuis bientôt 2 ans. C'est le sujet que j'avais traité l'an passé, donc la 4e théorie politique d'Alexandre Douguine, puisque Alexandre Douguine se présente comme un disciple d'Evola. Et enfin, dans les petits liens, le petit préambule, évidemment, je pense que si tu m'as demandé de traiter ce sujet, c'est aussi parce que je t'avais dit que j'avais lu assez tardivement d'ailleurs. C'est pas une lecture de jeunesse chez moi. Disons que j'ai pas lu Evola avant mes 30 ans, on va dire. En revanche, quand j'ai commencé à le lire, j'ai à peu près tout lu. C'est vrai que c'est un auteur qui fascine. On a tendance à vouloir absolument trouver encore un autre texte. Alors bon, j'en reparlerai. Donc voilà, donc effectivement, j'ai pas mal lu Evola. Et j'ai eu l'idée donc pour ce soir d'une comparaison, d'une confrontation entre Evola et Maurras. Et c'est ce que je vous propose en 3 parties, on ne se refait pas. Donc une partie, disons, biographique, où j'essaierai de voir sur ce terrain-là, sur ce plan-là, en quoi on peut les confronter et souvent les opposer. Une deuxième partie plus idéologique, il s'agira de mettre face à face leurs idées, qui sont quand même, il faut le dire, souvent très différentes, y compris quand ils partagent des thèmes comme, tu l'as rappelé, la latinité ou même la monarchie. L'approche n'est pas du tout la même. Et enfin, je terminerai cette confrontation par l'actualité de l'un et de l'autre. Et ce sera d'ailleurs ma conclusion, la 3e partie fera office de conclusion. Alors, les aspects biographiques. Le plus simple, c'est encore de regarder la vie de chacun des deux. C'est assez intéressant, il y a exactement 20 ans d'écart entre Maurras et Evola. Maurras est né en 1868 et Evola en 1898. Maurras est mort en 1952 et Evola en 1974. Et tout ça, ça fait quand même une grosse différence générationnelle. Ces 20 années, elles comptent beaucoup, surtout, je pense, à travers ce 20e siècle marqué par les guerres mondiales, par les idéologies, par des changements profonds dans les mentalités, dans les structures de la société, les structures familiales. Il y a vraiment un monde entre le 19e et le 20e siècle. Et il me semble qu'on peut dire, ce serait un petit peu le résumé de ce que je dirais sur la confrontation entre les années de naissance de l'un et de l'autre, je pense qu'on peut dire de Maurras qu'il est vraiment un homme du 19e siècle. Il est né donc sous le Second Empire. Sa formation intellectuelle est complètement achevée au moment de l'entrée dans le XXe siècle, puisqu'il, quand il publie son enquête sur la monarchie en 1900, toutes ses idées sont en place. On prend souvent la date du voyage d'Athènes en 1896, où il aboutit à la condamnation de la démocratie et à la monarchie. Donc Maurras est totalement formé intellectuellement à la fin du XIXe siècle. C'est vraiment, de ce point de vue, un penseur du XIXe siècle. Et ça fait de lui un penseur, je pense, essentiellement politique. Alors qu'Evola, qui est né à la toute fin du XIXe siècle, va plutôt aboutir à sa synthèse idéologique dans l'entre-deux-guerres. Donc après la Première Guerre mondiale. Et après un certain nombre d'expériences, parce que ça on va le voir après, ils ne viennent pas à la politique l'un et l'autre au même moment dans leur vie. Evola, c'est bien plus tard. Donc il me semble qu'Evola est vraiment un homme et un penseur du XXe siècle.
Et c'est sans doute pour cette raison aussi qu'il est un penseur métapolitique. Voilà. Alors, j'en viens à un autre aspect de l'opposition biographique. Il me semble qu'on peut dire de Maurras qu'il est un intellectuel organique, là où Evola serait plutôt un individualiste radical. Et, évidemment, radical est à prendre dans tous les sens du terme. Maurras est un intellectuel organique, bon, même si le mot intellectuel, vous le savez, est apparu pendant l'affaire Dreyfus pour désigner plutôt les Dreyfusards, donc c'est un petit peu à contre-emploi sur Maurras, mais disons que, voilà, on va dire dans l'acception commune d'aujourd'hui, Maurras est un intellectuel. Et organique parce que c'est l'homme de l'Action française, c'est le penseur de l'Action française, c'est le maître d'un mouvement politique et d'une école de pensée. Après une jeunesse, une formation finalement assez courte, qui là, pour le coup, présente quelques points communs avec celle d'Evola. Je sais plus, je crois que c'est Bruno Goyet, qui est l'auteur d'un petit essai sur Maurras, où il parle de la jeunesse bohème et littéraire de Maurras. Et effectivement, il y a une période dans la jeunesse de Maurras, un petit peu bohème, un petit peu même anarchisante. C'est l'époque des contes du chemin de paradis, c'est l'époque paganisante aussi de Maurras. C'est l'époque aussi où Maurras a la tentation du suicide, qui également concernera Evola. Donc il y a quand même dans cette partie-là des points communs. Mais chez Maurras, cette période est très courte. Et très rapidement, Maurras devient un homme d'action. Et très rapidement, il se trouve à la tête d'un groupe. Et donc, il va progressivement prendre l'ascendant sur la jeune Action française et devenir donc le principal responsable du mouvement et le directeur du journal. Alors que Evola, ça c'est vraiment une grande différence, ne sera jamais un chef d'école. Il ne sera jamais véritablement à la tête d'un groupe, d'un mouvement. Et par ailleurs, sa période de formation, on pourrait presque dire qu'elle dure toute sa vie. Puisque Evola, c'est une succession de périodes, un peu comme chez les peintres, d'ailleurs il était peintre, c'est sa première période, c'est-à-dire que vous avez, là je reprends un peu ce que dit Jean-Paul Lippi là, dans son excellente petite biographie, là, que je vous conseille, parce que c'est une biographie intellectuelle, on peut dire, il y a à la fois les éléments de la vie et puis les idées qui sont associées à ces événements, très pratiques. Donc voilà, je reprends un peu sa périodisation. Donc vous avez, en transformant un peu le vocabulaire, vous avez la période qu'on pourrait appeler artistique. Alors Evola, peut-être que certains le savent parmi vous, était d'abord un peintre avant-gardiste. C'est lui qui a introduit le dadaïsme en Italie. D'ailleurs, on le trouve dans les histoires de la peinture, quand elles sont suffisamment amples et développées, on peut trouver la référence. Moi, j'en ai une chez moi où il est évoqué dans l'histoire du dadaïsme. Donc, il y a une première période de sa vie où il est surtout un artiste, en fait, un artiste radical. On retrouve cette radicalité, donc vraiment dans les avant-gardes. C'est cette première période. La deuxième période, qui fait suite à la guerre. Dans les années 20, oui, il faut aussi préciser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû le faire, Evola est de la génération des combattants de la guerre 14-18. C'est logique, vu sa date de naissance, même s'il s'est engagé en 17, donc c'est assez tard, voilà, mais il a participé au conflit. Et je pense que ça c'est assez important aussi dans le développement de ses idées. Donc, après la guerre, la période donc, philosophique, où il va, pendant quelques années, se consacrer à l'écriture d'un texte difficile qui s'appelle La théorie de l'individu absolu, et un texte vraiment philosophique. Il récusera ensuite cette approche philosophique académique, quand il découvrira Guénon et quand il développera un certain mépris, on va dire, pour la philosophie universitaire. Mais dans un premier temps, il s'essaie à ce genre. Ensuite, donc, vous avez la période ésotérique, après la découverte de Guénon, où Evola va s'intéresser au thème de la tradition, avec un grand T, ce fameux courant
traditionnaliste, alors on pourrait dire traditionniste pour éviter la confusion avec le traditionnalisme catholique au sens strict, c'est-à-dire le refus de Vatican II, la volonté de maintenir les traditions liturgiques antérieures au Nouvel Ordo, etc. Là, on parle d'autre chose, on parle de cette école de pensée donc inaugurée par Guénon, qui cherche une tradition primordiale derrière l'ensemble des traditions métaphysiques ou religieuses d'ailleurs. Toutes les métaphysiques ne donnant pas lieu à une religion, là j'essaie de résumer un peu Guénon, mais Evola s'inscrit là-dedans, avec une part d'originalité d'ailleurs. Je pense que je serai amené à en reparler. Tu l'as un petit peu évoqué dans ton introduction, c'est-à-dire que là où le schéma guénonien de la régression des castes part du principe que la caste des prêtres, la caste des sages doit dominer la caste politique, la caste des guerriers, qui elle-même évidemment domine les aspects, disons, productifs, les échanges, la production, l'artisanat, le commerce. Ça c'est le schéma typique. Et voilà, lui, considère que, au contraire, ce qui importe, c'est la royauté sacrée, avant tout. Et pour lui, il n'y a pas à séparer, en quelque sorte, la première et la deuxième fonction. Elles doivent être réunies. Alors, il développe cela à travers différents textes. On peut y voir un petit peu la signification de son goût pour le ghibellinisme médiéval, également pour l'Empire byzantin, et puis d'autres formes historiques. Et puis évidemment son rejet du christianisme, puisque le christianisme distingue fortement le plan temporel et le plan spirituel, ce qui évidemment est l'hérésie fondamentale aux yeux d'Evola. Alors ensuite, après la période ésotérique, vous avez la période fasciste, qui donc se déploie dans les années 30-40, mais un fascisme critique et un fascisme marginal, disons. Puisque, je ne sais pas si j'arriverai à dire fascisme tout le long, mais je me le suis imposé à moi-même. Puisque Evola, certes, va écrire dans certains journaux de premier plan en Italie, pendant la période mussolinienne, mais disons que ce seront plutôt des articles littéraires. Ces articles plus politiques, il va les réserver, ou ces prises de position plus personnelles, il va les réserver à sa revue La Tour, qui aura elle-même des problèmes avec le régime, qui sera plus ou moins censurée, et qui devra finalement cesser de paraître. Et puis, Evola n'est pas très satisfait de l'évolution du régime, il s'en expliquera après la guerre dans ce livre qui est très très célèbre, Le fascisme vu de droite. Disons que voilà, on pourra développer ça, j'en parlerai tout à l'heure quand j'évoquerai les idées. Et donc il va voyager un petit peu dans l'Europe en guerre, il va essayer de trouver d'autres interlocuteurs que les Italiens, notamment il va se tourner vers l'Allemagne, et puis vers les cercles aristocratiques viennois, ce qui explique la raison pour laquelle il sera blessé à Vienne pendant les bombardements soviétiques à la fin de la guerre. Et il ne reviendra en Italie que plus tard, même bien plus tard, je crois que c'est 47 ou 48. Ensuite, vous avez la période d'après-guerre, divisée en deux, une période politique au sens strict, et puis la période que j'appellerais du détachement. La période politique, c'est là où il ressemble le plus à Maurras. Finalement, Maurras ressemble beaucoup à Evola dans sa jeunesse. Dans cette partie de la vie de Maurras où il n'appartient pas à un groupe, il a ce côté bohème littéraire, anarchisant, etc., païen, où il a beaucoup de points communs, je trouve, avec Nietzsche, par exemple, dans pas mal de ses textes. Et Nietzsche, qui est une des références, la référence peut-être la plus importante d'Evola. Et là, à l'inverse, Evola, lui, ressemble un peu à Maurras
plutôt dans la dernière partie de sa vie, parce qu'il va devenir un peu malgré lui une référence, une autorité, puisque on va dire les jeunes, allez, disons fascistes cette fois, puisqu'on va le prononcer à l'italienne, les jeunes fascistes italiens vont venir le chercher, les néofascistes plutôt d'ailleurs, vont venir le chercher pour en faire un peu leur maître, avec peut-être des malentendus d'ailleurs. Et bon, le livre qui symbolise bien ça, c'est le petit texte Orientation, qui n'était plus disponible, qui a été réédité, très très bien, avec des notes très intéressantes, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et enfin, la période du détachement, donc la période finale, la période de chevaucher le tigre, pour ceux qui ont lu Evola, ou du chemin du cinabre, qui est son autobiographie, où il va complètement tourner le dos, alors vraiment, à la politique, en considérant qu'il n'y a plus rien à sauver et plus rien à espérer. Donc il préconise un détachement et finalement l'attente du renouvellement des cycles, puisqu'il adopte la vision guénonienne, donc la lecture cyclique de l'histoire. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair là sur mes petites intuitions, mes petites idées sur les oppositions biographiques. Et je vais donc aborder les idées, même si je l'ai déjà un petit peu fait. Alors, en 4 points, ces aspects idéologiques, je parlerai du cœur de la doctrine de l'un et de l'autre, de Maurras et d'Evola, qui est très différent. Ensuite, j'aborderai leur vision de l'histoire, puis leur vision de la civilisation, et enfin, on parlera de la monarchie. Alors, le cœur de leur pensée politique, même si je vous l'ai déjà un peu laissé entendre, Evola n'est pas principalement un penseur politique, donc c'est déjà une différence. Mais si on s'intéresse à la politique, strictement, il me semble que chez Maurras, c'est assez simple. Le cœur de la pensée politique de Maurras, l'objet de la pensée politique de Maurras, c'est la nation. Je vais refaire la citation que je faisais l'autre jour au cimetière, quand on a salué la mémoire des combattants de 14-18. À propos du patriotisme, j'ai cité ce paragraphe. Nous mettons la France avant tout, et au service de la France, nous nous efforçons de placer des vues justes et des idées vraies. Voilà, ça, tout Maurras est résumé là-dedans. C'est-à-dire que après sa période de formation, puisque Maurras avait perdu la foi et qu'il s'interdisait les spéculations purement métaphysiques, eh bien, la certitude relative à laquelle il s'est attaché et à laquelle il a ensuite consacré tout son cœur, toute son œuvre, c'est la nation, c'est l'héritage national en tant qu'il est un bienfait, qu'il est un bienfait qui doit être défendu le mieux possible, à travers notamment la recherche des institutions les plus propres à cette défense et illustration, c'est-à-dire principalement la monarchie. Donc on a chez Maurras un horizon en quelque sorte qui est volontairement borné à la question politique, et même si évidemment, je te vois réagir Léo, même si évidemment dans son œuvre littéraire, dans sa poésie notamment, dans d'autres textes, on peut voir affleurer cette fameuse tentation, il en parle souvent sous ce vocable, à laquelle néanmoins il succombe rarement. Donc on a un penseur qui s'attache à quelque chose d'assez concret finalement, qui est la nation, à un bien positif. Maurras aussi se revendique de ce positivisme, ce bien positif, ce bien commun, c'est la nation, et à partir de là, Maurras développe sa pensée politique. Ce qu'on peut dire d'Evola, c'est que le cœur de sa pensée politique, n'est pas vraiment la nation, mais plutôt toute une série d'autres notions que j'énumérerai volontiers, et peut-être sur lesquelles on reviendra un petit peu. La droite,
avec un grand D. Hein, c'est assez curieux parce qu'on a tendance aujourd'hui à... Aujourd'hui, nous, on est dans une phase un petit peu gauchisante de l'histoire de la droite nationale, et on a tendance à bien se recentrer sur ce qui est un classique d'AF d'ailleurs, hein, le slogan ni droite ni gauche, etc. Hein, on fait du Soral, etc. Bon, on a tendance à un peu évacuer ce mot droite, considérer que la droite, c'est les conservateurs, un mot qui commence mal, n'est-ce pas, bon, etc. Alors Evola, pas du tout. Evola, pour lui, la droite, c'est essentiel. Alors il met toujours une majuscule, hein, c'est ce qu'il appelle la droite authentique, hein, c'est-à-dire la contre-révolution. Mais encore faut-il s'entendre, parce que comme il n'est pas catholique, il faut faire vraiment de grandes distinctions, parce que la contre-révolution, pour les gens qui connaissent cette école, c'est souvent assimilé au catholicisme et aux penseurs catholiques du XIXe siècle, et réactionnaires. Alors voilà, c'est un petit peu différent. Voilà. Donc, mais disons que c'est un petit peu ce qui est derrière l'idée de droite authentique. Donc vous avez la droite, vous avez la tradition, effectivement, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, avec cette vision à la fois guénonienne, mais en même temps un petit peu décalée par rapport à Guénon, même vraiment décalée. Vous avez la race. Alors, c'est peut-être d'ailleurs le seul sujet sur lequel Evola aura une influence avant l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il aura une petite influence sur Mussolini, par exemple. Parce qu'il va écrire un texte sur le sujet qui va trouver en Mussolini un lecteur tout à fait intéressé et favorable. Et c'est une conception de la race, il faudrait y revenir, mais évidemment qui n'est pas strictement biologique, et même très peu biologique. Ça n'intéresse pas beaucoup Evola, il méprise un peu tout ce qui est matériel et biologique, mais une conception qui me semble se rapprocher plus d'une forme d'aristocratisme, en fait, hein, et qui correspond d'ailleurs très bien avec la notion de droite dont je parlais tout à l'heure. Hein, il faudrait y revenir. On baigne dans une atmosphère nietzschéenne, hein, un petit peu avec Evola. Là, je relisais parce que c'est vrai que c'est quand même un texte vraiment passionnant. Par-delà le bien et le mal. Et vous avez, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez à la fin ce texte sur la civilisation, les barbares, le guerrier, etc. Et le fait que c'est le guerrier qui fait la civilisation. Bon, et là, c'est tout Evola est là-dedans, quoi. Et je pense que la race, c'est la race de l'action, la race de l'esprit. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On peut pas réduire ça à un aspect biologique. Et finalement, donc dernier terme que je voudrais mettre en avant, plus important que la nation, beaucoup plus important que la nation chez Evola, c'est l'État. L'État auquel Evola prête une fonction qu'il appelle anagogique. C'est en quelque sorte chez lui l'État qui, en tant qu'il relève de l'idée, est si l'on veut, le centre de toutes les attentions. Et le peuple, la nation, toutes ces notions-là n'existent pas sans l'État. Hein, c'est l'État qui doit les forger et qui doit les assumer, pratiquement les produire. Hein. Il me semble qu'il y a un aspect finalement passablement totalitaire chez Evola. Hein. Il suffit de lire son fameux texte sur le fascisme vu de droite. Il reproche essentiellement à Mussolini de ne pas être allé assez loin dans cette conception de l'État total, hein, de l'État qui justement n'a plus besoin d'avoir un spirituel détaché de lui, mais qui assume totalement le spirituel, qui est lui-même le spirituel. Donc on voit la critique d'Evola, des accords du Latran, etc. Bon. Et cette conception de l'État qui évidemment n'est pas du tout celle de Maurras. Alors évidemment, comme Maurras se fixe sur la nation française, il adopte la conception de l'État que l'on peut lire dans l'histoire de France. Effectivement, dans cette conception, le rôle de l'État est premier. Donc on pourrait faire une passerelle. Simplement,
l'État n'est pas le tout dans la conception maurassienne. Vous savez très bien que chez Maurras, il y a l'idée de décentralisation. Chez lui, l'État doit être fort, mais finalement assez réduit. Et puis, Maurras, même s'il n'est pas croyant, considère que l'aspect civilisationnel et le spirituel, finalement, échappe à l'État. Pour lui, il appartient au catholicisme. C'est à travers le catholicisme que la France appartient à un universel, à une civilisation, et dont elle est, alors évidemment, le représentant le plus éminent à ses yeux, presque le représentant unique. On voit comment Maurras fait de la France l'héritière quasi unique de la tradition helléno-romaine et de la tradition chrétienne et de la tradition européenne en général. Enfin voilà. Mais disons que le catholicisme est une médiation que Maurras reconnaît et qui pour lui est indispensable en quelque sorte. Du moins dans le cas de la France, elle ne peut pas être niée, elle ne peut pas être dépassée. Alors là, on voit bien que l'État est limité par le haut et par le bas chez Maurras. Il est limité par le haut du point de vue de la civilisation et par rapport au catholicisme, et il est limité vers le bas, par le bas, avec cette question de la décentralisation, qui fait que Maurras, d'ailleurs, de ce point de vue, ressemble assez aux libéraux. Pour lui, il y a une autonomie et il y a une spontanéité de la sociabilité qui n'a pas besoin, à la limite, de l'État pour exister, ou alors de l'État comme protecteur. Mais il y a un état social naturel à l'homme. Vous s'en explique très bien dans la politique naturelle. Il y a un état social naturel à l'homme qui n'est pas forcément, qui ne prend pas forcément la forme d'un État. Il me semble que là, je fais des clins d'œil à mes amis libéraux. Il me semble qu'on peut trouver des choses là assez proches de ce que disent certains libéraux conservateurs, on va dire. Je passe. Autre aspect de l'opposition idéologique, très important, c'est la vision de l'histoire. On pourrait dire l'optimisme maurassien d'un côté, le pessimisme évolien, ou le fatalisme plus exactement, puisqu'il s'agit de cycles, le fatalisme évolien de l'autre. Bon, alors l'optimisme maurassien, c'est pas la peine de développer. Tout désespoir en politique est une sottise absolue. Voilà, dommage que Yannick Jaffré soit pas là parce qu'il aime bien sortir cette citation à chacune de ses interventions. Tout le monde connaît ça. Et puis, vous pourrez m'objecter la fameuse lettre à Boutan, où Maurras envisage le triomphe du pire et des pires, comme il écrit, l'idée que la démocratie fermerait l'histoire, etc., etc. C'est à peu près le seul texte où on voit s'exprimer une telle vision, apocalyptique, avec l'arche, etc. En dehors de ça, Maurras reste en général dans un optimisme. Il croit, encore une fois, à ce que je disais tout à l'heure, à une sorte de spontanéité de l'ordre, c'est-à-dire que l'ordre est blessé, l'ordre français, par exemple, est blessé par la République, mais mettons à bas ces institutions et le destin historique de la France reprendra, en quelque sorte. Alors c'est peut-être plus difficile à envisager pour nous aujourd'hui, parce que la situation est tout à fait différente. C'est là qu'Evola, d'ailleurs, peut être intéressant. Alors qu'Evola, évidemment, est totalement pessimiste. Et d'ailleurs, je signale, dans Orientation, qui est souvent présenté, j'avais une discussion récemment là, avec un ami qui est très évolien, et qui me disait que le pessimisme d'Evola, oui, bien sûr, c'est dans Chevaucher le tigre, dans le chemin du Cinabre, c'est à la fin. Bah non, parce que dans Orientation, qui est censé être le texte où il se fait un peu chef d'école et où il donne des points, il énumère des points qu'il est important de mettre en œuvre politiquement, etc. Donc il croit encore à la politique à ce moment-là. Comment commence le point numéro 1 ? Il commence ainsi. Il est inutile de se faire des illusions avec les chimères d'un quelconque optimisme. Nous nous trouvons aujourd'hui à la fin d'un cycle. Voilà, c'est la première phrase d'Orientation. Alors, tout le reste, évidemment,
est une série de recommandations politiques, mais on voit bien au fond que dès le départ, l'idée d'une restauration de l'ordre chez Evola est une idée à exclure. Tout au plus, peut-être la restauration d'un ordre partiel. Si vous lisez son gros livre, qui est le texte le plus connu, pas le plus lu parce qu'il est difficile, Révolte contre le monde moderne, vous voyez une lecture, c'est assez intéressant, c'est un livre en 2 parties, c'est en quelque sorte la tradition vue avec les outils de la modernité, et puis ensuite la modernité vue avec les concepts et la vision du monde de la tradition. C'est un peu ça le plan du livre. Et dans les 2 parties d'ailleurs, parce que chaque fois il s'agit de faire de l'histoire finalement, dans les 2 parties, on voit une série de dégradations, selon la logique des cycles, et en même temps, cette série de dégradations inéluctables est accompagnée de restaurations partielles, de périodes héroïques, de retour à un ordre précaire, mais à un ordre. Alors c'est sans doute de cette façon qu'il faut comprendre des ouvrages comme Orientation ou des hommes au milieu des ruines, par exemple. Mais au fond, le cadre reste un pessimisme assez radical et un fatalisme lié à la théorie des cycles. Donc on ne peut pas faire plus opposé. Donc je continue, qu'on puisse un peu discuter après. Donc ensuite, la question de la latinité dont on parlait tout à l'heure. Il y avait une intervention à un colloque, je ne sais plus l'an passé, je crois, à Paris, où il était question, un colloque sur Maurras, mais où il était question de, j'avais pas pu entendre l'intervention, puis il se trouve que je l'ai pas lu depuis, je ne sais plus qui l'a faite d'ailleurs, mais quelqu'un intervenait pour opposer latinité et romanité, et donc pour opposer derrière latinité Maurras et derrière romanité Evola. C'est assez bien vu. L'apologie de la latinité chez Maurras, vous connaissez sans doute. Effectivement, Evola va opérer une distinction très nette. Pour lui, il va mettre tout le négatif de l'Italie, de la culture italienne, tout ce qu'il n'aime pas dans la culture nationale italienne, dans la latinité. Pour lui, c'est ça la latinité, c'est la dolce vita, si vous voulez. Et puis, il le dit en ces termes dans certains textes. Et puis, de l'autre, il va mettre le positif, c'est-à-dire principalement la discipline militaire romaine et le caractère anagogique, justement, de l'État romain, dans ce qu'il appelle la romanité, justement. Et il va envisager cette romanité comme étant une tradition paradoxalement nordique, puisque elle serait en rapport avec ce qu'il appelle la lumière du Nord. Alors là, oui, on retrouve une opposition franche avec Maurras, puisque Evola, disciple de Guénon, mais aussi, c'est intéressant, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, aux Indo-Européens, à tous ces thèmes-là, envisage la dégradation historique à travers aussi une dégradation, on pourrait presque dire géographique, avec un nord rayonnant qui serait l'origine, et puis une série de dégradations vers le sud, vers le méridien. Voilà. Alors que vous voyez bien que chez Maurras, au contraire, vous avez une germanophobie qu'on a pu goûter l'autre jour à la lecture du poème la bataille de la Marne, une germanophobie assez franche, assez radicale, et une valorisation du Sud et de la Méditerranée comme étant le lieu de la civilisation par excellence. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc on voit cette opposition. Et puis, une convergence pour finir là, dans cette partie, rapidement, la question de la monarchie. Alors effectivement, je reprends le fascisme. Dans le fascisme vu de droite, ce sera la plaisanterie de la conférence, eh bien, Evola reproche à Mussolini d'avoir méconnu la fonction formatrice, la fonction primordiale de l'institution monarchique, et d'avoir
fait finalement de la monarchie un à côté du régime, et puis ensuite d'avoir proclamé la République, puisque évidemment la République de Salo, la République sociale italienne, à la fin donc du régime de Mussolini. Alors évidemment, on pourrait rétorquer à Evola que la maison de Savoie, quel rapport avec ce qu'il appelle la monarchie primordiale, etc. Bon. Peut-être qu'il y a aussi, de ce point de vue-là, on est un peu surpris effectivement de voir que, si vous voulez, on n'est pas surpris, je vais essayer d'être clair, mais on n'est pas tellement surpris de l'apologie que fait Evola de la monarchie, parce que, si vous voulez, ce qui intéresse Evola dans la monarchie, c'est l'unité, hein. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour lui, l'État est plus important que le peuple, est plus important que la nation. C'est l'État qui est le formel, c'est l'État qui est l'idéal, le reste n'étant qu'une matière à former. Eh bien, il est assez logique, hein, il rejette évidemment, pas la peine de l'expliquer, mais il rejette évidemment toutes les formes de démocratie, de souveraineté populaire, etc. Hein. Donc il est assez logique qu'il ait en vue, comme régime, un régime monarchique qui soit un pont, un pontifex entre le spirituel, le sacré et le politique, le social. Bon, ça c'est logique. Hein. Ensuite, le fait qu'il en fasse un sujet dans l'histoire, je dirais, immédiate, par rapport au rapport entre Mussolini et la monarchie italienne réelle, historique, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, mais il le fait. Hein. On voit qu'il défend concrètement, et pas seulement en théorie, le rôle du roi, hein, dans les institutions fascistes. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors évidemment, vous n'avez pas besoin que je revienne sur la conception qu'a Maurras de la monarchie, qui est tout à fait différente. Hein. Encore une fois, le roi, chez Maurras, on pourrait dire, est une sorte de serviteur, le serviteur suprême de la nation, hein, et certainement pas celui qui serait qui à lui seul serait à lui seul la nation. Si vous voulez, il n'y a pas de mystique, il n'y a pas tellement de mystique monarchique chez Maurras. Oui, je ne dis pas que c'est inintéressant, ça existe, il y a beaucoup d'auteurs qui développent une vision mystique de la monarchie. Et d'ailleurs, il y a des auteurs proches de l'Action française qui l'ont fait dans un bain d'ailleurs plutôt chrétien, ce qui n'est pas le cas d'Evola. Hein. Mais cette dimension-là, mystique de la monarchie, est assez étrangère à l'œuvre de Maurras. Maurras est quand même un moderne, hein, par beaucoup d'aspects. Hein. Il me semble. Et là, ça tranche beaucoup avec Evola. Surtout qu'Evola s'acharne en permanence à être un anti-moderne, le plus anti-moderne possible. Alors, j'en termine avec cette partie finale et conclusive sur l'actualité. Alors, l'actualité. D'abord, concernant Maurras, je voulais lever un petit malentendu. Je l'avais déjà dit, ça je crois, dans une conférence précédente. Dans Comprendre l'Empire, Soral, à un moment donné, cite Maurras comme un petit peu celui qui incarnerait la droite des valeurs. Vous voyez ce qu'il appelle la droite des valeurs. Bon. Il dit, fort de ce constat, retrouvons-nous chez tous les opposants sérieux à la démocratie moderne, du nationalisme intégral de Charles Maurras à la République islamique d'Iran, cette même tentative de juguler le pouvoir de l'argent par le retour au pouvoir absolu d'un ordre à la fois militaire et religieux. Évidemment, il n'y a rien de plus étranger à Maurras que cette formule. En revanche, elle s'applique parfaitement à Julius Evola. Vous voyez, juguler le pouvoir de l'argent, c'est pas tellement une perspective maurassienne. Hein. On voit que c'est... Non, oui, alors il y a le... D'accord, c'est vrai. C'est vrai que quand on lit attentivement l'avenir de l'intelligence, il y a cette idée qu'il y a une alternative qui est très nette entre le sang et l'or. Voilà. Et c'est le choix du sang, donc le choix de la monarchie, qui permet d'échapper à l'or. On est bien d'accord. Mais on va dire que la démonstration monarchique chez Maurras, le plus souvent, passe par l'efficience.
l'efficience de l'institution monarchique par rapport à l'institution républicaine. C'est 90% de la prose monarchiste chez Maurras, montrer que la monarchie est un meilleur régime. Bon. Donc on n'a pas en permanence une lecture métapolitique du thème. On a plutôt une lecture politique, ce que je disais tout à l'heure. Alors qu'évidemment, chez Evola, on est en permanence dans le métapolitique. Donc là, ça s'appliquerait. Et puis, le pouvoir absolu d'un ordre à la fois militaire et religieux, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas parler de recherche. Ou alors c'est absolu au sens du XVIIe siècle, indépendant, mais là, je pense que ce qui est en vue, c'est plutôt absolu total. Et là, ça rejoindrait parfaitement effectivement Evola, avec en plus la dimension militaire, le rapprochement du guerrier et du sacré, qui est la marque propre d'Evola au sein de l'école traditionnaliste, disons guénonienne. Donc voilà, ça s'appliquerait parfaitement à Evola, à mon avis, beaucoup plus qu'à Maurras. Je continue. Alors Evola actuel. Pourquoi Evola serait-il actuel ? Il me semble que Evola est actuel peut-être justement par la dimension métapolitique de la crise que nous traversons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes, en tout cas c'est l'expérience que nous en avons, dans une crise qui est, à nos yeux, d'abord anthropologique, on dit souvent, donc qui va au-delà du strict plan politique. Donc sa réflexion de ce point de vue est intéressante. Il critique beaucoup ce qu'il appelle la démonie de l'économie, c'est-à-dire le fait de tout ramener à l'économie, de tout expliquer par l'économie. La question sociale. Evola va jusqu'à dire à un moment donné que la question sociale, à ses yeux, elle n'existe pas. C'est le socialisme qui invente la question sociale, en quelque sorte. Il n'y a qu'une question politique, et puis c'est tout. En passant d'ailleurs, Maurras, même si Maurras, évidemment, ne se réduit pas à ça là-dessus, il prend en compte la question sociale, il y a énormément de textes où il le fait, mais il y a un texte de lui aussi où il dit que c'est bien malheureux qu'on ait substitué le mot social au mot politique. Un petit pont à faire peut-être là. Mais voilà, la critique de l'économisme, de la démonie de l'économie, chez Evola est peut-être intéressante pour nous aujourd'hui, où effectivement on est vraiment là, dans cette séquence-là. L'idée aussi d'un essoufflement général de la civilisation européenne, qui est un thème fort chez Evola, qu'on trouve chez d'autres auteurs, c'est chez Spengler par exemple, qu'Evola a, je crois presque sûr, traduit en italien, parce qu'il était aussi traducteur, il était très 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 bon germaniste. Et parmi les traductions qu'il a faites de l'allemand vers l'italien, il y a notamment Spengler, Junger, il a traduit et commenté, pour d'ailleurs s'en démarquer, le travailleur de Junger, justement où il regrette le fait de ramener la perspective à la question sociale. On voit que Evola n'aurait sans doute pas beaucoup apprécié les développements du cercle Proudhon sur l'héroïsme du monde du travail mis au même niveau que l'héroïsme guerrier. Pour lui, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est assez notable. Vraiment, Evola, c'est la droite avec un grand D, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, on pourrait ajouter l'actualité des idées évoliennes russifiées en quelque sorte par Dugin, qui effectivement participe de son actualité incontestablement. La question de la théorie du genre aussi peut paraître peut-être anecdotique, mais Evola a écrit un livre qui s'appelle La métaphysique du sexe, et ce thème-là, le thème du sexe, le thème du masculin et du féminin, est un thème vraiment central chez Evola, à tel point que certains commentateurs ont dit que c'était le thème principal et qu'en réalité tout le reste de ses écrits était organisé par cette idée-là. Ça me paraît pas faux d'ailleurs. Si on lit attentivement, vous voyez par exemple dans la Révolte contre le monde moderne, il reprend Bachofen en le mettant à l'envers. C'est-à-dire que pour lui, il y a vraiment Bachofen explique qu'il y a un matriarcat originel et puis sur lequel vient se détacher le patriarcat qui est vraiment la forme historique.
Et puis, évidemment, Evola, lui, conteste ça. Pour lui, le matriarcat, en quelque sorte, c'est déjà un déclin. Et au contraire, le matriarcat, il est devant nous, en quelque sorte. Et vous voyez que là, c'est assez intéressant, parce que ça correspond quand même à un des axes, aujourd'hui, de la critique que nous faisons dans nos milieux, de la modernité, vous voyez, la féminisation des valeurs, etc. etc. Tout ça, vous l'avez chez Evola, très 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 développé, avec un luxe de développement vraiment intéressant. Donc une actualité encore d'Evola. Alors cela dit, je vais, comme vous vous en doutez, plutôt terminer sur l'actualité de Maurras, parce que c'est quand même ce qui me paraît le plus important pour nous. Il me semble que la pensée d'Evola, si on la suit jusqu'au bout, elle conduit au mieux au détachement, c'est chevaucher le tigre, hein, c'est-à-dire à une issue spirituelle et purement spirituelle de la crise, et au pire au désespoir. Puisque nous sommes un mouvement politique, nous ambitionnons d'agir sur les événements, je pense qu'il faut bannir, au moins d'un point de vue méthodologique, le fatalisme. Donc ce fatalisme des cycles me paraît un obstacle vraiment déterminant si du moins on décide de se consacrer à la politique, ce qui est notre cas, enfin, j'espère encore un petit peu. Je connais j'ai beaucoup d'amis moi qui ont cessé de faire de la politique et qui souvent quand ils vont écouter l'enregistrement, ils seront pas très contents, mais mettent peut-être parfois Evola un peu en avant. Ça donne un peu une justification aussi. Bon, il n'y a plus rien à faire, soyons sérieux, hein, donc consacrons-nous plutôt à relire le Vedanta, à méditer sur les grands textes de l'ascèse bouddhique, etc., etc. Et puis laissons le devenir s'écouler, et puis ça n'a pas d'intérêt tout ça, la politique, Marine Le Pen, machin, etc. Sans intérêt. Bon, on peut raisonner comme ça. Hein, alors, c'est une tentation. Hein, je prétends pas d'ailleurs ne pas l'avoir de temps en temps cette tentation. Hein. Mais voilà, il me semble que si on est là, c'est qu'on essaie un peu d'y échapper. Bon, et je pense que de ce point de vue, Maurras nous aide par son optimisme, par sa foi dans un ordre. Alors évidemment, c'est pas la foi religieuse, hein, ça ne peut pas satisfaire totalement toutes les aspirations de l'homme. Il va pas Maurras nous résoudre la question de l'absolu, hein, mais voilà, il nous donne une sorte de foi politique qui est notre principal instrument pour agir et qui garantit en quelque sorte une validité, même limitée, à notre action. Donc il me semble que pour cette raison-là, et aussi parce que nous sommes français, parce que Maurras, toute son œuvre se fait à partir de notre propre tradition, au sens le plus proche du terme, reste notre référence obligée, notre point de départ. Évidemment, il s'agit d'aller aussi voir ailleurs les choses intéressantes qu'on peut trouver. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Dugin, c'est ce qu'on peut faire évidemment avec Evola, hein, sans aucune difficulté. Hein. Mais voilà, il me semble que pour ma part, en tout cas pour ce soir, j'en resterai à Maurras. Voilà, je vous remercie.